J'avais une question qu'on s'est pas notée, mais on a vite fait rapidement abordé le sujet. Mais est-ce que vous avez déjà coaché vos amis? Et comment vous abordez le coaching avec... parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Je crois Romain aussi. Ouais, Toi, ouais, Mathilde, je ouais. sais. Comment vous abordez, vous, la relation quand vous êtes ami avec la personne et quand vous le coachez de base, donc dans votre travail de coach, mais aussi du coup quand vous... bah, je sais pas, c'est con, mais moi, ça m'a déjà arrivé de coacher des amis. Et du coup, qu'on aille au restaurant ensemble, je sais qu'ils sont dans une perte de poids, bah, dans un objectif de déficit, et bah, ils profitent du resto. Alors moi, ça me pose pas de problème, mais du coup, c'est vrai que ça peut créer un petit peu un moment un peu, je vais pas dire gênant, mais un peu. Si la personne sait qu'on va dire à s'est dit, je fais pas de resto, et qu'en fait, elle en fait un, et qu'en plus, enfin voilà, il y a tout un contexte des T'étais fois. là et tu savais, donc ouais. Ouais, je sais, enfin, c'est tout un truc. J'étais là en fait. C'est ça, Ouais. Ouais, Vous abordez. j'avoue que moi c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que j'ai un peu du mal à faire la part des choses entre les deux, entre vraiment le fait. Et je peux pas dire, bon bah là je suis que coach et là je suis que ton pote, tu vois. Ouais, c'est un peu compliqué de faire ça. Donc j'essaye de switcher entre les deux, c'est pas hyper facile. Il y a des gens avec qui ça se passe très bien, il y en a beaucoup avec qui ça se passe beaucoup moins bien. Donc je pense qu'il faut savoir poser bien, enfin en tout cas moi ce que j'essaie de faire maintenant c'est poser bien les bases. Euh, et essayer vraiment de comment dire, enfin, de traiter quand je suis dans mon rôle de coach, pas faire comme si c'était pas mon ami, mais essayer de me concentrer sur mon rôle de coach, tu vois. Parce que moi, ce que j'aurais tendance à être, vu que c'est quelqu'un que je connais, c'est peut-être être plus exigeant envers la personne, etc. Ou à l'inverse, peut-être moins, mais plus souvent plus exigeant. Je pense que ça peut être compliqué des fois, pas pour la personne, du coup, euh, d'avoir un coach qui est peut-être plus exigeant qu'il le Hmm. devrait, entre guillemets, quoi. Et que je le suis de base. Ouais. Et toi, Mathilde? Alors moi, ça m'est arrivé quelques fois, mais donc vraiment tout début, parce que je pense que c'était voilà, c'est un coaching gratuit, enfin vraiment pour voilà, commencer un petit peu de mon côté aussi dans le coaching. Donc ces expériences-là sont vraiment différentes des plus récentes finalement, où c'est vraiment un ami qui, pour le coup, m'a aussi en partie réglé le service, etc. Et où la dynamique a été totalement différente à chaque fois. Après, bon, il y a les situations où le coaché devient un ami, mais ça c'est différent parce que de base, Ouais. t'es pas ami, mais vraiment Ouais. quand c'est ton ami à la base, bah, je vais prendre mon dernier exemple. Mon dernier exemple qui m'a, honnêtement, à l'heure actuelle, je saurais pas dire si je recoacherais un ami ou non. Ah, moi, je suis pas sûr, moi, Parce je suis pas que sûr. c'est vrai que je suis de plus en plus réticente et j'ai pas envie d'être justement dans l'absolutisme par rapport à la question et dire non, plus jamais je le ferai parce que peut-être que voilà, selon la personne, ça pourrait être pertinent. Mais ma dernière expérience n'a pas été positive. Et d'ailleurs, c'est donc une très bonne amie, du moins c'est ce que je pensais, une très bonne amie que j'avais déjà coachée il y a 2 ans, mais elle avait mis fin au coaching pour différentes raisons personnelles, notamment des problèmes de santé, au bout de à peu près un mois et demi. Donc c'était un coaching, pour le coup, essentiellement focus sur l'entraînement et sur la prise de masse. Et donc 2 ans après, elle est revenue me voir pour un autre objectif, un objectif de déficit, suite à une prise de poids assez importante. Et elle m'a dit que bah, j'étais la seule personne à qui elle faisait confiance justement pour l'aider dans son processus de déficit. Et ça m'a fait super plaisir, ça m'a fait chaud au cœur, etc. Et j'ai eu aucune hésitation, j'ai accepté finalement de la suivre. En plus, en adaptant vraiment, je suis vraiment pour l'adaptation, mais vraiment en adaptant énormément ma façon de procéder pour justement que ce soit plus, euh, le Facile plus pour elle. aidant pour elle possible. Ouais. Et donc, j'ai vraiment, vraiment adapté beaucoup de choses dans ma façon de fonctionner. Et en fait, donc, notamment au niveau de la fréquence des bilans, il y avait aussi un coût financier pour elle parce que c'était pas envisageable pour elle, quand bien même elle insistait pour être coachée avec moi. Donc, c'était un peu ce tiraillement. Moi, bah, qu'est-ce que je fais justement pour t'aider? Parce que j'ai envie de t'aider. Et elle me connaît très bien. Donc, elle savait que j'avais envie de l'aider, surtout étant donné le discours qu'elle me mettait en avant, que j'étais la seule personne à qui elle faisait confiance. Et donc, j'ai vraiment fait pas mal de concessions, de compromis de mon côté parce que j'avais vraiment cette envie de l'aider. Et en fait, donc on est parti sur 2 bilans par mois au lieu de 4. Je fais un bilan hebdomadaire. Euh, et en fait, premier bilan,
Bon, un jour de retard, ok, bon, voilà, pas de souci. Globalement, très bien, on a fait le bilan, etc. Mais ça commence mal Et déjà. ensuite, arrive. Un jour de retard. Déjà, voilà, il y a quand même un flop, mais bon, Ouais. voilà. Et, et j'ai vu que bon, ces documents étaient globalement bien remplis, tout ça, donc bon, voilà. Ouais. Et deuxième bilan, euh, elle m'envoie un message la veille. J'ai pas du tout rempli les documents de suivi. Je te les remplis demain dans la journée et je te dirai quand ce sera bon pour le bilan. Et j'ai pas eu de nouvelles, donc je lui dis ok, ça marche. Bon, un petit peu, en parlant un petit peu par rapport à l'adhésion, tout ça, vite fait. Et, euh, et ensuite, j'ai pas eu de nouvelles pendant à peu près presque un mois. Pendant presque un mois, je lui avais répondu, elle ne m'a pas répondu, elle ne m'a rien écrit, elle ne m'a pas donné de nouvelles par rapport à son bilan. Nada, rien du tout. Et en fait, ce qui a été difficile pour moi à ce moment-là, ça a été aussi de justement dissocier notre relation pro de perso. Ouais. Euh, et, et en fait, j'ai vraiment eu du mal à comprendre pourquoi ce silence, et du coup ce silence à la fois dans notre amitié, mais aussi au niveau pro. Et en réalité, ça va être bizarre peut-être ce que je vais dire, mais notre amitié, à la limite, j'ai pas envie de dire que je m'en fichais, parce que c'est pas vrai, je m'en fichais pas, mais ce qui me préoccupait vraiment, c'était pourquoi au niveau du pro, finalement, juste tu ne communiques pas. Parce que pour moi, c'est la base, juste, c'est pas grave, voilà, s'il n'y a pas ton bilan, s'il n'y a pas d'adhésion, s'il n'y a pas... Ouais. Mais parle-moi, Juste quoi. dis-moi, c'est ça, juste Ouais. dis-moi Ouais. pourquoi finalement, enfin, que t'as pas envie de faire de bilan cette semaine, qu'il y a une raison spécifique ou que sais-je, t'es même pas obligé de me donner de raison, mais juste tiens-moi au Ouais. courant en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui est... Moi, c'est exactement ça que je trouve très frustrant. Que c'est quand les gens ne te parlent pas, en fait. Et te disent C'est rien. ça. Et en fait, le silence, on en parlait avec Mathilde il y a pas longtemps, le silence, je crois que c'est vraiment le pire truc, c'est le truc le plus désagréable que tu puisses faire parce que t'as vraiment l'impression, enfin ouais, d'être un fantôme, quoi, en fait, de pas Les pouvoir. Night Ghost, hein. Ouais. Mm. Ah, moi j'en ai eu plein. Ah ouais, ouais, non mais ça, moi, il y a des gens, tu leur envoies, j'ai une personne en tête, je lui envoie son bilan, elle le regarde, genre la veille de l'avant-bilan, d'après, tu vois. Et en fait, avec Loom, ce qui est bien, c'est que tu peux voir quand la personne regarde le bilan. Donc je La sais, vérité. et je suis en mode bon. Mm. Ouais, encore, enfin, Mm. ça m'arrive des fois, enfin, tu vois, j'ai un gars en coaching, ouais, bon, il est bien, enfin, il suit tout. Ouais, des fois, c'est vrai que les looms, il n'a pas regardé direct, enfin, mais ouais, j'ai eu beaucoup, bah, comme toi, Mathilde, j'ai eu beaucoup de gens ouais, après, c'est pas, enfin, j'en ai eu un où c'était un pote, Moi, j'ai je vais pas beaucoup dire ça un aussi. ami, je vais dire un pote, mais ouais, qui m'a zappé, quoi. Genre, on a fait quelques bilans et plus de nouvelles, ni sur WhatsApp, ni sur Insta. Et il paye encore parce que bah, moi, tu sais, j'ai un truc automatique où ça prélève. Bon, bah, il paye pendant là, les 6 mois qui restent, enfin les quelques mois qui vont rester. Mais je pense qu'il y a vraiment des gens, parce que je sais pas c'est quoi l'idée, je sais pas si c'est une honte de pas le faire et du coup de pas vouloir s'exposer à dire à quelqu'un, ah bon bah j'ai rien fait, euh, Ouais. ou enfin j'ai du mal à comprendre, tu vois. Parce que moi Mais en fait, je comprends pas. Ouais, excuse-moi. Ouais. je suis jamais dans le fait de juger la personne, ah ouais putain t'es trop nul, t'as rien fait aujourd'hui, cette semaine quoi. Tu vas plutôt essayer de comprendre, d'adapter et tout. En fait tu peux rien faire si la personne te dit rien. Et en fait, je comprends pas en plus, moi, la personne en question, tu vois, c'est quelqu'un qui connaît dans ma ville. Enfin, tu peux recroiser, ça veut dire là, si on se croise, on va savoir, lui et moi, ça fait 2 mois qu'il me ghost, qu'il me répond pas. Enfin, je veux dire, je vais lui dire quoi, tu vois ce que je veux dire. Et je sais pas, genre, envoie-moi un message, dis-moi, vas-y, j'ai pas tenu, on arrête là. Ouais bah Moi, oui, c'est aussi simple que je suis ça. engagé. C'est aussi simple que ça. Et puis, il n'y a pas de souci. Enfin, tu sais, il n'y a aucun jugement. Comme on disait tout à l'heure, il y a des moments dans la vie où finalement on se rend compte que c'est pas possible. Tu vois. Ouais. Et, C'est ça. Et ce y que a je rien. trouve intéressant par rapport à ce cas spécifique de mon ami, et je pense que les gens ont tendance à rapidement le voir chez moi, du moins c'est ce qu'on me dit, c'est que elle sait pertinemment que je vais pas la juger et qu'il y aura aucun problème, même si elle me dit qu'elle veut arrêter le coaching. Pour moi, il y a aucun souci, tu vois. Mais c'est vrai que le fait qu'il y ait zéro communication, et à l'heure actuelle, donc là, elle a pris le coaching en mars, donc c'est à peu près en avril, voilà, qu'il y a eu ce ghosting. À l'heure actuelle, elle ne m'a toujours pas répondu, parce que du coup, un mois après, elle m'avait envoyé un message, je suis désolée, Mathilde, j'ai eu une période chargée, j'ai pas, enfin, voilà, je t'avais pas écrit. Et moi, je lui dis, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, je comprends. Enfin, genre, en réalité, je vais quand même dire un petit peu le fond de ma pensée aussi, parce que, voilà, j'ai commencé par lui dire ça, mais après, je lui ai dit qu'en réalité, j'avais pas trouvé ça voilà, très Très correct. ouais, correct, voilà, comme façon d'aborder la situation, que j'aurais préféré qu'elle me
tienne informé. Euh, et je lui ai dit, du coup, il n'y a aucun souci si tu vas arrêter le suivi, que c'est pas voilà, le bon timing pour toi, etc. Mais juste, bah, voilà, dis-moi finalement. Et depuis, je n'ai toujours pas de réponse. Ouais, c'est... Non, mais Je n'ai toujours pas de réponse. c'est Et assez dingue, ouais. il y a, on n'a pas eu beaucoup d'interactions depuis. Elle a répondu à quelques de mes stories sur mon compte privé sur Instagram. Et moi, je suis, mais, waouh, ouais, tu Ouais, me réponds pas à mon message WhatsApp depuis. ouais, c'est trop bizarre. Et en réalité, la prochaine, quand elle va répondre à mon message, si elle y répond, je vais pour le coup être enfin, vraiment dans un discours qui n'est pas forcément, une position qui n'est pas agréable, mais qui est à mon sens nécessaire, que justement bah, de lui exprimer vraiment ce que je ressens et pas être dans cette pseudo-bienveillance. Ouais, D'ailleurs, ça c'est un gros sujet par rapport au coaching où bah non, c'est bon, t'inquiète pas, je laisse aller. Parce qu'en fait, moi, ça m'impacte réellement, que ce soit au niveau de la composante pro, mais aussi au niveau perso, finalement et que je comprends pas et que en réalité là pour moi ça a impacté notre amitié alors qu'en ouais. fait c'est vraiment l'aspect pro quoi. Ouais. Ouais, mais Mais je c'est comprends pas. aussi... Je Ouais, comprends pas cette façon de faire. Enfin, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse procrastiner à ce point-là sur un message et qu'on puisse laisser passer le truc alors qu'il ouais. suffit juste de se poser 5 minutes et de d'écrire un truc rapidement Puis et c'est ouais. du respect aussi envers toi-même. Enfin, même les gens qui te disent, là, tu vois, elle te dit, j'ai eu une période chargée. Enfin, ça, moi, je trouve ça vraiment le truc le plus... C'est vraiment des trucs désagréables, des excuses comme ça qui... En vrai, non, mais Ouais. me dis pas que... Alors, t'as sûrement eu le temps de te poser 5 minutes pour me répondre, tu vois. Me dis pas, oh, j'ai pas du tout eu le temps. Enfin, tu vois, c'est le fait de Pendant trouver un des mois. excuses. Tu sais, elle a même pas essayé... Pendant Elle a même pas essayé de trouver un truc pertinent de... Ah ouais, j'avais eu... Non, non, non. C'est genre une excuse bidon. Et ça, je trouve ça extrêmement désagréable. Moi, je dis toujours à mes clients, si vous avez un truc à me dire, que ce soit négatif ou pas, je préfère que vous me disiez directement que vous, plutôt que vous, tu sais, vous essayez un peu de naviguer pour essayer de, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est sûr. Je vais vraiment pour terminer l'anecdote parce que du coup ça me fait rire ce que tu dis par rapport à ça parce que du coup dans ses stories privées pendant ces mois précis elle bombardait ses stories privées de soirées de voilà de plein J'ai je eu fais des ma week-ends vipère mais de plein de choses finalement qui me montrent que du moins, je pense, elle aurait peut-être eu le temps de prendre le temps de m'écrire ouais, 3 mots elle a en une surtout minute. pas Mais pris le bon, temps, en fait, de le faire, tu vois. Et c'est c'est ça qui est ça. d'autant plus vexant, je pense, et désagréable, c'est que tu sais que la personne juste s'en fout, en fait. Enfin, tu vois, elle n'y pense pas et elle pense à autre chose, quoi. Ouais. Mm. Non, c'est vrai que ça Ouais, c'est ouais. compliqué comme façon de voir les choses, hein. Mm. Bon, on a Donc voilà, du du coup coup. ami coaching, ouais, compliqué. Ouais, ouais, Du je coup, pense que... je sais pas. Ouais, franchement, je sais pas. Je vais pas dire voilà, je suis radicalement fermée, mais bah, je trouve que je pense que l'importance de la communication dès le début, bah, en fait, que ce soit ton ami ou non, mais quand c'est ton ami, justement, poser des bases aussi par rapport à ça. Ouais. Finalement, communiquer par rapport au fait, bah, on rentre dans un terrain où on va avoir différentes casquettes dans nos interactions. Maintenant, justement, comment est-ce qu'on aborde ça? Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ça, etc. Et vraiment poser finalement les bases de la communication, du moins telles qu'on les envisage et les attentes de chacun, finalement, par rapport à la nature de la relation, quoi. Ouais, ouais, je pense que c'est important. Et bien choisir peut-être. Bien choisir. Pas prendre n'importe qui d'amis qui pourra être ton client, quoi. Enfin, moi, je sais que maintenant, quand c'est un ami qui me demande pour du coaching, enfin, tu vois, là, il y a Pierre récemment, mais qui est un très bon ami à moi, et Pierre, enfin, Ah, compliqué, Pierre. Compliqué, Pierre. Pierre est coach, Pierre, je m'entraîne avec lui souvent et tout, donc, tu vois, j'ai j'ai eu aucun problème d'accepter, tu vois, mais il y aurait d'autres personnes où je serais en mode, ah ouais, je sais que je pense que ça le fera pas, tu vois. Mm. Mm. Après, des fois, tu peux te tromper aussi, hein. Il y a des fois, la première impression, tu te dis, ça va peut-être pas le faire, et en fait, ça se passe super bien, tu vois. Bah, en fait, après Mm. aussi, c'est pareil au niveau de l'adhérence ou quoi, même de l'ami. Enfin, moi, si je peux juste apporter ne serait-ce que quelques notions d'alimentation ou quoi à la Ah personne, bah même si oui. forcément pas le plan à 100%, écoute, elle aura appris ce qu'il fallait et Ouais, puis c'est déjà bien, ouais. on fera son bout de chemin après, quoi. Mais Puis c'est dur de ouais, pas quand tu sais que t'as les compétences pour aider la personne et tout. Enfin moi je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez généreux, on va dire, je pense, ça, c'est peut-être le mot que je et du coup, j'ai envie d'aider aussi, tu vois. C'est surtout si la personne me demande de l'aide, quoi. Mm. Et ouais, moi, c'est pareil. Et du coup, ma façon finalement d'aborder ça, elle a un petit peu changé
par rapport à mes débuts, dans le sens où à mes débuts, j'avais un petit peu cette pensée que finalement, plus je laissais passer, plus j'étais, voilà, cool, entre guillemets, mieux c'était, Ouais. finalement. Mais en fait, c'est pas en étant cool, en laissant tout passer, disons, que finalement, en étant trop indulgent, que tu vas réellement aider la personne. Ouais. Et je m'en suis rendu compte finalement avec la pratique, avec l'expérience, que être bienveillant, c'est pas justement tout laisser passer. Être bienveillant, c'est justement, quand tu veux réellement aider quelqu'un, c'est justement savoir jauger un petit peu ta communication, tes recommandations, etc., par rapport au contexte de l'individu pour réellement l'aider à avancer. Et en fait, réellement avancer dans la vie, c'est pas facile. Non, C'est mais pas facile et donc ça clairement. implique des conversations qui sont pas évidentes à aborder, qui sont compliquées. Ça implique finalement parfois d'être un peu remué, mais remuer, ça implique pas de la culpabilisation. Remuer, ça implique finalement d'être confronté à des faits, disons, de manière la plus de la manière la plus saine et productive pour soi, finalement. Mais ça implique pas d'être justement, qu'il y ait le coach qui prenne la position finalement de quelqu'un qui soit là pour culpabiliser l'individu, pour lui dire ce que tu fais, c'est pas bien, ou quoi. Justement, c'est permettre à la personne de se sentir responsable, autonome dans ses décisions et de l'aider finalement à naviguer ces situations. Et ça, c'est vraiment un élément qui a beaucoup changé dans ma façon de coacher. Et je ne dis pas que c'est évident à chaque fois. Je dis pas que c'est évident à chaque fois de parfois finalement s'opposer d'une certaine manière au souhait de l'individu parce que tu penses pertinemment que c'est pas ce dont il a réellement besoin, en fait. Notamment dans le cadre peut-être des déficits, justement, des déficits, de la façon de faire, ou parfois peut-être que, ce dont tu as envie, c'est pas ce dont tu as besoin, quoi. Ouais. Ouais, c'est assez Mais c'est pas intéressant. facile. Mais c'est pas du tout facile, ouais, c'est difficile. Et moi, je pense que ça, je l'ai pas mal appris avec moi-même. En fait, je me suis rendu compte souvent que les choses qui m'impactaient le plus, c'était des choses sur le moment où je me disais, ah putain, mais il a raison, tu vois. Et c'est pas forcément un truc agréable, sur le moment, t'es en mode, putain, ouais, il a raison, tu vois, il a raison sur ce qui. Ouais, si je prends un exemple, j'ai un appareil photo depuis peut-être presque un an, et je faisais zéro story avec. Zéro story. J'étais un gros feignant, je prenais mon portable pour le faire. Et quand on m'a dit quand Louis m'a dit ça, j'étais en mode, mais putain, mais ouais, il a grave raison, tu vois. Et Attends, remets dans le contexte. ouais, bon, en gros, on fait le mastermind avec Louis, euh, Après. avec JR. Et du coup, on a des appels chaque semaine avec lui. Et je crois que c'est le premier appel qu'on a. Il me dit, enfin, je lui dis que j'ai un appareil. Et il me dit, attends, t'as un appareil depuis plus d'un an et tu fais pas tes stories avec, tu fais pas tes. Enfin, qu'est-ce que tu branles, quoi? Enfin, genre, c'est n'importe quoi. T'es Et réel. Ah, ouais, ouais, ouais. t'es Pourquoi tu cam. fais pas ton contenu avec, quoi? Et juste parce que j'étais un feignant, quoi. Parce que j'avais la flemme de le sortir, mettre le truc et tout. Alors que Ça change tout. la qualité est Ah, 100 fois mieux. Et tu vois, et depuis que je le fais, même moi, je préfère faire du contenu parce que c'est plus quali, c'est plus beau et tout. Et après, moi, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin qu'on me parle comme ça, qu'on me dise, non mais mec, qu'est-ce que tu branles? Et après, tout le monde n'a pas besoin de ça, mais moi, je sais que c'est ça qui m'impacte et qui me fait me dire, ok, il y a peut-être raison. Donc, bah après, il y a beaucoup de choses. Moi, je sais que moi aussi, en tant que coach, et je pense c'est pareil pour vous, mais des Ouais. fois, tu parles avec des gens, et tu te rends compte qu'ils te laminent en termes de connaissances sur des choses, et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je branle? Enfin, tu sais, il y a des choses où tu te dis, putain, mais moi, mec. ça, je sais pas. Enfin, tu sais, où je fais pas ça, et là, la panique, et là, tu commences à t'organiser. De ouf. Et vraiment, il y a des trucs, moi, ça m'est déjà arrivé des périodes où je me dis, putain, mais en fait, je suis nul à ça, tu vois. Et du coup, bah, je charbonnais pour être meilleur, tu vois. Et tu sais, vraiment, juste après avoir parlé avec la personne, je me planifie des trucs et tout pour être meilleur là-dessus, tu vois, ou j'achetais une formation où je faisais un truc dans ce style-là, tu vois. Mais Mais je pense que c'est bien après. je suis exactement pareil, mec. Tu sais que le premier appel qu'on a fait, le tout premier quand on s'est appelé là, je sais plus si tu te souviens, ça date, hein. Ouais, Et ouais, ça, tu m'as parlé de comment tu t'organisais. Et j'étais en mode, mais attends, mais moi je suis un gros branleur, je m'organise pas du tout, attends. Et après, du coup, je me suis organisé 1000 fois mieux. bah, c'était par rapport au bilan, parce que je sais que moi, j'avais Ouais, des. À l'époque, je faisais 3 jours, parce que je m'étais dit, ouais, je vais répartir sur 3 jours. Maintenant, je fais pas comme ça, mais je fais sur 2 jours. Mais du coup, toi, t'étais en mode, ouais, bon, ils m'envoient quand ils peuvent. ouais, et j'étais en mode, mais c'était lunaire, tu sais, j'étais en mode, mais c'est quoi ce. Mais, je pense qu'au début, je prenais Mais- c'est beaucoup moins, enfin, c'était beaucoup moins professionnel que maintenant. Mm. Et ça, je pense que c'est vraiment important, tu vois. Même si on est dans. Et vu qu'on est dans un truc, tu sais, où c'est un peu notre coaching, notre truc, tu sais, on peut se dire, ouais, c'est pas très grave, c'est pas trop professionnel.
je pense que c'est un métier comme un autre, tu vois? Il faut le voir comme ça et c'est vraiment important de le voir comme ça pour, avoir cet aspect vraiment professionnel, un truc cadré, sérieux, que ce soit pour la vision de notre coaching et pour nous aussi, notre façon de nous investir dedans. Donc, Mm. ouais. Je suis d'accord, et notamment par rapport au fait que de l'extérieur, il y a pas mal de monde qui, je pense, du moins, quand ils sont pas dans ce milieu, vont avoir tendance à justement penser que c'est pas un métier, en fait. Ouais. Que c'est pas un métier. Et nombre de fois où mon entourage, des gens de ma famille m'ont dit, c'est quand que tu cherches un vrai métier? Heu, Mathilde, Quand tu cherches un vrai métier? pourquoi ça fait 2 ans que tu fais rien de tes journées, C'est vrai, Mathilde, là? C'est quoi, c'est c'est n'importe ça. quoi? C'est- Papa, maman, Donc, je travaille c'est 10 vrai heures qu'il par y a jour, là. cette perception aussi de l'extérieur. Et c'est vrai que je pense qu'on peut contribuer justement de l'extérieur éventuellement essayer de faire que cette perception évolue, mais aussi justement de l'intérieur de notre coaching, qu'effectivement, il y ait ce professionnalisme, parce que bah, oui, si la personne, elle prend un suivi, c'est qu'elle a envie d'avancer. Si elle a envie d'avancer, il faut qu'il y ait un minimum finalement de cadre, disons. Euh, Et, euh, et voilà, un cadre, je pense que ça peut aussi faire peur quand on parle de ça, parce que bah, les gens vont entendre cadre et justement, ils vont se dire, punaise, cadre. Justement, il va y avoir peut-être cette appréhension, justement, par rapport à cette notion de cadre. Et moi, c'est vraiment bah, justement un des éléments qui me passionne, c'est cet aspect flexibilité au sein du cadre, que ce soit donc dans la façon de faire fonctionner le coaching, et ensuite, voilà, dans les méthodes utilisées. Mais c'est pour ça que c'est pas forcément évident de jauger justement bah, où est-ce que je place le curseur. Euh, et notamment par rapport à cet aspect, bon, bah, il y avait ton jour de bilan si tel est le fonctionnement et tu m'as pas rendu le bilan, bon, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, bah, voilà, un jour, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et maintenant, bah, je vais jauger effectivement mon discours selon la situation, selon le contexte, etc. Essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais vraiment revenir sur cet aspect que être bienveillant et aider quelqu'un, c'est pas le monde des bisounours. Euh, et ça, c'est pas forcément évident à accepter et mettre en pratique. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en plus souvent dans ce truc de la nutrition flexible, on est vachement dans cette idée: «Ah bon, bah, flexibilité», enfin, tu sais, vraiment les 2 spectres, la flexibilité, du coup, bienveillance, on laisse un peu tout passer, tout est OK et en fait, comme tu dis, je pense que c'est vraiment pas du tout la meilleure chose pour aider les gens de tout laisser passer et d'être, entre guillemets «bienveillant» et ça serait pas en je sais pas comment t'appelles ça toi? T'as un mot, non, pour ça? Pour dire, c'est pas de la fausse bienveillance, mais je crois que tu Hmm, dis le monde des bisounours? ouais, ouais, c'est peut-être ça, Non, je mais sais, je je crois que sais plus, je sais plus, je crois que peut-être. t'avais fait un post là-dessus, mais je me souviens plus c'était quoi le nom que t'avais donné. Voilà, bah, fausse bienveillance, c'est plutôt, Oui, c'était sûrement un truc dans le genre, tu vois? Hmm, la bienveillance qui aide pas, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est un hmm, peu, c'est vouloir ça. être gentil pour, enfin ne pas c'est un peu éviter, en fait, les trucs difficiles que tu vas devoir dire et cetera. Éviter les conflits, Ouais, ouais, éviter, je pense des fois, il faut rentrer Et dedans ouais, pour réellement avoir un réel impact sur la personne. ouais, c'est ça. Une forme de bienveillance toxique finalement. Un peu ouais, comme la positivité toxique, c'est un peu cette bienveillance toxique qui en fait n'est pas de la bienveillance. non, ouais. Réellement n'est pas de la bienveillance. Et là, je me base sur, en tout cas à l'heure actuelle, ma connaissance de la littérature scientifique sur ce sujet justement de la bienveillance et donc compassion, self-compassion en anglais, qui justement met bien en avant le fait que, au contraire, une approche bienveillante, c'est pour la majorité bien plus contre-productif qu'une approche culpabilisante qui, on va dire, j'ai pas envie de dire que c'est l'inverse à proprement parler de la bienveillance, mais dans une certaine mesure, et que de manière générale, c'est bien plus productif. Sauf qu'effectivement, cette bienveillance, ça veut pas dire tout laisser passer. Cette bienveillance, et notamment donc, la flexibilité aussi, je pense qu'on va sans doute aborder le sujet, mais c'est pas tout laisser passer, quand bien même Mmh. c'est la perception de l'extérieur qu'on pourrait en avoir. Et c'est vraiment un apprentissage finalement que bah, déjà comprendre ce qu'est réellement la flexibilité, alors notamment en termes de nutrition, et après parvenir à l'appliquer par rapport à soi, par rapport aux différentes situations. Et c'est le travail de toute une vie. Et puis la façon justement dont on aborde la flexibilité est susceptible d'évoluer et elle évolue très certainement. Mmh. Bah, on peut parler de ça éventuellement? Ça fait Ouais. un Et par contre, bon on n'a parallèle. on n'a pas du tout suivi le plan du truc, hein. Pas du tout, là, c'est un peu en mais C'était gros ça freestyle, va mais pour les gens qui nous écoutent, on fait une trame de base avec des questions, on va dire, entre guillemets, «dans l'ordre», et puis là, on n'est pas du tout dans l'ordre. C'est mais pas c'est grave. mais c'est pas du tout grave. C'est très bien comme ça. Bah oui, c'est très bien.
Du coup, Mathilde, qu'est-ce que la flexibilité dans l'alimentation représente pour toi? En plus, tu as une formation sur le sujet. Donc ça peut être un Ouais. moment à faire une promo. Je crois qu'elle est en train, t'es en train tu la mets à jour si je me trompe pas. Ou C'est ça, je suis en t'as train fini de de la la mettre à remettre à jour. jour et je suis en train de la remettre à jour et en réalité, c'est cette mise à jour parce que justement, mon but, on va dire, c'est vraiment finalement d'avoir une formation qui soit la meilleure entre guillemets possible dans ce qui est réaliste pour moi de faire. Et en fait, j'avais prévu du moins de la sortir fin juin, mais avant de la sortir, j'étais pas suffisamment satisfaite. Et donc, j'ai décidé de Perfectionniste. vraiment encore plus travailler dessus. Et donc là, je suis en train de peaufiner. Mais ouais, du coup, cette mise à jour me prend du temps, plus de temps que prévu, mais c'est pas grave parce que justement, je pense que j'allais regretter de ne pas le faire. Ouais. Qu'est-ce qui Et te prend du temps, du coup, dans la formation, dans la mise à jour? Mm. Alors du coup, donc en fait, déjà, elle sera, je pense, un peu plus fondée scientifiquement qu'auparavant. Notamment parce que justement, j'ai aussi bien peaufiné mes connaissances au niveau de la recherche scientifique sur le sujet de la flexibilité. Et donc ça, c'est important pour moi finalement d'ajouter cette dimension qui était moins présente dans la première version, mais aussi parce que du coup, j'ai un petit peu changé le prisme de la formation, dans le sens où elle n'était pas très orientée objectif physique, objectif perte de poids euh, dans la première version, et là, je rajoute un petit peu cette composante-là. Donc finalement, ça change pas mal de façon, ça change quand même pas mal la façon dont je présente les choses. Euh, et donc, ouais, j'ai eu pas mal de changements au niveau de la structure de la formation en tant que telle, alors qu'au début, j'avais prévu de faire une mise à jour qui était plus légère, on va dire, moins importante. Mais j'ai constaté que cet aspect flexibilité par rapport à la perte de poids est vraiment un sujet qui pose problème. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de changer un petit peu l'orientation de la formation et davantage inclure cette composante. Mais du coup, la façon dont je communique par rapport à ça est un petit peu différente et il y a plus de bons dans chacun des modules sur cet aspect-là, quoi, Et grosso modo. c'est une formation que tu as dédiée plutôt à des pratiquants qui veulent en savoir plus, à des coachs. Est-ce que t'as des personnes en particulier que tu cibles là-dessus ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Alors, en fait, justement, la formation se veut, et c'est pas évident justement par rapport à ça, se veut assez généraliste, assez large. J'ai envie qu'elle soit pertinente pour le plus de monde possible. Euh, voilà, sauf personnes qui ont des TCA, globalement, on va dire qu'ils ne devraient pas l'apprendre parce qu'effectivement, on parle de perte de poids, on parle de composition corporelle, etc. Mais de manière générale, je veux qu'elle soit le plus accessible possible. Et en toute honnêteté, je pense qu'elle est très pertinente pour des coachs. Qu'elle est très pertinente pour des coachs, même des diététiciens, des praticiens dans le milieu de la santé, parce que je pense que le sujet de la flexibilité est globalement mal compris et pourtant extrêmement bénéfique. C'est pas pour dire que c'est pas pour me jeter des fleurs par rapport au sujet, parce que je considère loin d'être une experte sur le sujet, mais je pense qu'elle est quand même susceptible d'ajouter de la valeur dans la pratique de pas mal de coachs, diététiciens, praticiens, mais aussi du coup à l'échelle individuelle pour une personne qui aimerait tout simplement en apprendre plus et essayer d'implémenter certaines choses justement dans son approche de la nutrition, éventuellement du sport, parce qu'il y a certaines choses qui sont applicables en termes des principes, mais elle est vraiment focus sur la nutrition. Et du coup, il y a vraiment une partie vraiment théorique et une partie plus application finalement. Et c'est ça qui est difficile aussi, c'est justement d'être suffisamment dans la nuance, de donner suffisamment aussi de scénarios par rapport à l'aspect pratique, d'outils pour essayer d'aider l'individu, mais tout en mettant bien en avant que c'est une formation et que c'est pas un coaching. Mais c'est Ouais. vrai que quand j'ai conçu la formation pour la première fois, mon idée aussi, c'était de justement permettre de donner des pistes à un individu n'aurait pas les ressources, ne s'investirait pas dans un coaching, euh, mais d'essayer éventuellement de par soi-même apprendre finalement un petit peu à entreprendre la dynamique du coaching, si on peut dire. Et tu sais, Donc il y a pas mal de challenges. ouais. Et tu sais quand est-ce qu'elle va sortir là du coup la deuxième version? Ouais. J'espère avant octobre.
Ok. J'espère avant octobre. J'ai pas envie de donner une date précise, mais ce serait vraiment ce que j'aimerais. Ce serait dans ces eaux-là. Là, Ok. donc, en termes purement pratiques, en fait, j'ai un challenge, c'est que à l'heure actuelle, je vis pas seule. Et du coup, il y a beaucoup de moments où je ne suis pas seule et où l'environnement pour moi pour travailler n'est pas forcément évident. Et donc, par rapport à ça et le fait de filmer les vidéos, c'est un peu mon challenge à l'heure actuelle et c'est pour ça que je mets des hypothèses sur les dates de sortie, en fait. Ok, ouais, je vois. Ouais, parce que genre, c'est compliqué de pouvoir filmer, avoir un environnement idéal en gros pour filmer, etc., pour faire les vidéos, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, à l'heure actuelle, en tout cas, c'est ça. Ok, Donc, c'est ouais. vraiment par rapport à ça. J'ai prévu des créneaux justement pour filmer, mais après, entre ce qui est prévu et ce qui Et la va se réalité. produire, parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, vu qu'il y a quand même pas mal de vidéos, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir les refaire par le passé, que ce soit dans la première version, dans la deuxième version. Et du coup, en fait, ça, c'est pas quelque chose que je peux vraiment anticiper. Donc, quand bien même j'ai prévu un créneau suffisamment, je pense, théoriquement suffisamment long, Ouais, on sait jamais quoi. ok. Bah, très Donc, intéressant. voilà. Est-ce que Bah, du coup, si tu peux nous expliquer un petit peu ta vision de la flexibilité. Ouais. Alors déjà, par rapport à la flexibilité, je pense que c'est super important de commencer par finalement ce que je pense beaucoup de gens vont avoir tendance dans le milieu du fitness à assimiler à la flexibilité. Et je pense que de manière générale, dans le milieu du fitness, la flexibilité va être assimilée à la diète flexible. Donc la diète flexible qui, bon, grosso modo, pour faire un petit récap, c'est euh, le fait de manger de tout aliment, voilà, peu importe l'aliment, à partir du moment où ça rentre dans un certain apport énergétique, que ce soit sur la journée, sur la semaine. Typiquement, les gens vont l'envisager sur la journée, quand bien même c'est pas forcément le plus pertinent, étant donné que le bilan énergétique, c'est quelque chose qui va au-delà de la journée en tant que telle, mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Et en fait, du coup, donc typiquement, les gens vont avoir tendance à assimiler la notion de flexibilité à la diète flexible. Et en fait, si on regarde la diète flexible, qu'est-ce qui est flexible dans la diète flexible? C'est le fait que la diète flexible permet de consommer euh, tout aliment. Tout aliment parce qu'on a compris qu'en fait, à partir du moment où le total énergétique, qu'il n'y a pas de surplus énergétique, peu importe l'aliment que tu consommes, d'un point de vue de la gestion du poids, de la composition corporelle, il n'y aura virtuellement pas de différence. Euh, dans un contexte où justement les apports énergétiques sont traqués, sont suivis. Donc peu importe finalement les aliments que tu consommes. Et en fait, cette diète flexible, elle est née du courant effet de Fetio-Macros, et le courant IFIM, qui est un peu finalement, on va dire, une version extrême, mais du coup, en termes de date, qui est parue vraiment avant la diète flexible, où c'est finalement né de forums de bodybuilding dans les années, je sais plus exactement, mais un peu dans les alentours des années 2000, où justement il y avait certaines personnes qui commençaient à comprendre le fait que bah, finalement, peu importe ton apport, peu importe les aliments que tu consommes, tant que l'apport énergétique dans le temps est respecté, voilà. Il n'y a pas de différence au niveau de la compo corporelle, et donc c'était plutôt attractif pour des bodybuilders qui étaient un peu sur le classique riz, poulet, brocoli. Fameux. Et donc, en fait, ce IFIM, il a commencé avec des aliments du type les bodybuilders qui se demandaient, bon, bah, est-ce que je peux consommer des bananes? Est-ce que je peux consommer des Twix? Jusqu'à ce que ça parte un peu en cacahuète et que du coup, il y a cette version qu'on connaît notamment peut-être sur les réseaux, sur Instagram, du IFIM où je me garde toutes mes cales et je me fais un énorme porridge full chocolat, chose que j'ai faite par le passé aussi, où finalement, je mange le moins d'énergie possible pour me manger un Ben Jerry's ou que sais-je. Et donc finalement, la diète flexible, c'est une version bien plus, on va dire, modérée théoriquement de ça, mais qui implique donc l'inclusion de tout aliment dans son alimentation. Et en tant que tel, c'est super positif par rapport au fait de comprendre la notion de balance énergétique et du fait qu'il n'y a pas d'aliment en tant que tel qui fait prendre plus ou moins de poids. Donc, par rapport à ça, c'est super positif et ça peut aider justement à dédiaboliser certains aliments. Donc pour ça, c'est top. Sauf que c'est un peu une flexibilité conditionnelle, dans le sens où ça peut induire les pensées telles que si je dépasse mon apport en énergie, finalement, culpabilité. Par exemple, il peut y avoir des
comportements, des façons d'agir qui vont s'en suivre, liées au fait que finalement, s'il n'y a pas adhésion au déficit énergétique, en l'occurrence à l'apport énergétique recommandé du moins, je me sentirais coupable, j'aurais des difficultés à sortir à l'extérieur parce que j'aurais peur de dépasser les macros indiqués. Euh, le fait de ne pas suivre les macros sur le papier, justement, me ferait me sentir anxieux, stress, etc. Je pense que vous voyez un petit peu le type de situation dont je veux parler, que finalement, le fait de traquer les calories, les macros devient contre-productif parce que l'utilisation de l'outil n'est pas adaptée pour l'individu. Et donc, en fait, on voit que la diète flexible, elle met vraiment une flexibilité en termes de choix alimentaire. Donc, c'est vraiment cette condition. La flexibilité repose sur le fait que je suis flexible par rapport à mes choix alimentaires. Et donc, quand on parle de flexibilité dans le milieu du fitness, je pense que les gens vont avoir tendance à penser à ça. Ils vont se dire, je suis flexible, je mange des Kit Kat. Mais en fait, c'est pas être flexible que de manger des Kit Kat. Du moins, c'est être flexible dans ses choix alimentaires, mais c'est pas être flexible psychologiquement. Et du coup, la flexibilité dans la littérature scientifique, c'est totalement différent. C'est pas du tout cette notion de choix alimentaire. Ça veut pas dire que les choix alimentaires ne peuvent pas rentrer dans l'équation, mais qu'en tant que tel, fondamentalement, c'est pas ça. Et donc, dans la littérature scientifique, quand on parle de flexibilité, on parle de la capacité à ajuster la forme de contrôle et le degré de contrôle dans son alimentation. Donc, en fait, la flexibilité, elle est liée à la notion du contrôle. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental à comprendre, du coup, cette notion du contrôle. Parce qu'en fait, c'est la flexibilité. Donc, c'est en anglais Flexible Dietary Restraint. Et donc, c'est ce contrôle flexible. Et en fait, ce contrôle flexible, déjà, il est propre à chacun. Il est individualisé. Il n'y a pas un contrôle en tant que tel. Ce contrôle, il va être propre à une situation donnée, à un individu. Mais grosso modo, finalement, ce qui va différencier le contrôle flexible du contrôle rigide, c'est donc de manière générale, le fait que le contrôle flexible est bien plus donc dans la nuance et dans les moyennes, un petit peu justement par rapport à son alimentation. L'idée que ton alimentation, c'est pas un seul repas, c'est pas une seule journée, donc c'est bien plus finalement une vision relativement long-termiste et il n'y a pas de jugement associé à tes prises alimentaires, pas de diabolisation. Un contrôle rigide, à contrario, il va impliquer une notion de moralité autour de l'alimentation et finalement l'attribution aussi de cette moralité souvent à sa propre personne, c'est-à-dire que si je suis sortie du plan, je suis une merde, voilà, je suis une merde, j'ai échoué, c'est pas bien, ce cercle vicieux potentiellement de la culpabilisation et une vision donc très binaire de l'alimentation. Rencontrer une difficulté à dézoomer finalement, prendre du recul. Donc, de manière générale, ça, c'est vraiment, on va dire, les composantes qui différencient le contrôle flexible du contrôle rigide. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est super pertinent finalement de parler de ça? Et même finalement dans le milieu donc, du fitness, de la nutrition, on pourrait avoir tendance à se dire, comme on disait tout à l'heure, la flexibilité, c'est un peu la porte ouverte au laisser-aller, disons. C'est qu'en fait, à l'heure actuelle, la recherche semble mettre en avant, du moins de ma connaissance sur le sujet, que la f- une flexibilité adaptée pour soi implique une meilleure adhésion et implique une meilleure gestion de sa composition corporelle, ce qui dans le milieu du fitness, du bodybuilding, finalement est plutôt un critère qu'on va avoir tendance à regarder, une meilleure relation à son alimentation, un meilleur bien-être, une moindre probabilité justement de prendre part à des formes de comportements problématiques vis-à-vis de son alimentation et notamment souvent des comportements un petit peu boulimiques, hyperphagie, compulsion. Euh, et donc finalement, cette flexibilité, elle est de manière générale dans la littérature scientifique, elle est associée finalement à vraiment des conséquences positives. Sauf que voilà, la flexibilité, c'est pas une entité en tant que telle, parce que la flexibilité, elle est vraiment aussi à voir sur un spectre, comme on parlait des TCA tout à l'heure, sur un continuum, dans le sens où ce qui sera flexible pour moi ne le sera peut-être pas pour toi Romain, pour toi Ouais. JR. C'est une vraie Et individualisation, donc ça quoi. c'est important aussi. C'est ça. Et c'est important de mettre ça en avant parce que ce qui sera flexible par exemple pour un bodybuilder, et je prends vraiment un scénario, voilà, c'est peut-être, et puis après ça dépend. Ça dépend justement, tiens, je vais pouvoir donner peut-être un exemple de coaching par rapport à ça, mais ça dépend parce que là on prend l'archétype du bodybuilder qui est vraiment pour quelqu'un pourrait prendre part à des actions qui seraient super vraiment rigides et pour qui quelqu'un qui n'y connaît rien en nutrition, qui a envie de se remettre en forme, finalement,
ce qu'il mettra en place, ce sera mais l'apothéose de la rigidité, mais que pour ce bodybuilder, le fait d'aller si ce n'est une fois au restaurant par semaine, mais ce sera une flexibilité immense qui lui convient. Bah, c'est un peu notre cas, hein. Je pense que tu Et en prends fait, nous deux, moi et JR, c'est un peu ça, hein. c'est ça. Ouais, ouais. Bah, alors moi, je vais de plus en plus être dans cette notion, ce que tu disais, un peu flexibilité mentale. Alors, c'est pas le terme que tu as employé, mais un peu ce truc de, ouais, no stress, c'est pas grave. Et toi, Tu t'as vois. été beaucoup dans cette rigidité, non? Ah, mais moi, j'étais extrêmement rigide Ouais. durant, je pense, 1 an et demi, où bah, déjà, je faisais aucun fast-food. Je m'étais mis dans la tête que c'était le diable incarné. Euh, Première chose. Les restaurants, alors que j'étais en surplus calorique et avec un total calorique très très important, bah quand j'allais au restaurant, je prenais pas de trucs, enfin je faisais steak, pommes de terre. Donc en fait, au final, je me retrouvais en déficit. Et donc du coup, bah, mon coach de l'époque m'augmentait la diète. Alors qu'en fait, au final, j'aurais été avec un total, enfin tu sais, je sais pas, j'aurais pris un burger. Je me serais juste retrouvé avec le total calorique que ce que j'aurais eu de base. Mais vu que j'ai pas un repas qui était quand même important, bah, enfin du coup, ouais, t'as compris. Et puis moi, c'était que des aliments bruts, pommes de terre, riz, viande Poulet, classique. brocoli. Ah ouais, il y avait pas de brocoli, j'ai Ouais, jamais fait mais de même brocoli. toi, tu me disais que t'avais vachement ce truc de. Déjà, rien que sortir du plan, pour toi, c'était très compliqué des fois. Ouais, ouais, c'était très compliqué. C'est très compliqué. Bah, en plus, c'était très compliqué parce que le contexte que j'avais à l'époque, c'est-à-dire que moi, je m'entraînais 6 fois par semaine. J'avais 4 sessions de cardio par semaine. Body J'étais hardcore. pas Body hardcore, no body pain, no hardcore, gain. ouais, je me préparais pour une compète alors que je me préparais pas pour une compète, tu vois. Euh, Enfin, dans ma tête, pour le long terme, mais j'étais vraiment dans une routine de préparation ouais. de sèche de bodybuilding alors que j'étais en surplus calorique et que voilà. Et ce qui fait qu'en fait, bah, je pouvais pas forcément me permettre de sortir de la routine parce qu'au moindre, bah, si je sortais, enfin, bah, ça veut pas dire que je sortais jamais, hein, mais si je sortais, bah, ça veut dire que du coup, j'ai zappé au moins 2 repas et j'ai zappé bah, soit la session de cardio, soit une séance de muscu qui me durait en plus je sais pas combien de temps, parce qu'à l'époque, je m'entraînais longtemps. Donc, ouais, c'était assez compliqué. Ouais, Des mentalement, journées mentalement, ça devait être un peu fatigant des fois, non? bah, non, parce que j'étais pas dans la situation que je suis à l'heure actuelle. J'étais, T'avais pas on les va dire, connaissances que t'as à l'heure j'ai actuelle. pas les connaissances. Et je pense que ça, je pense que tu peux te permettre de suivre ça quand tu penses que c'est la seule voie. Ouais. Là, jamais. Mathilde, je vais te dire un truc. Je sais pas si t'as dû écouter nos podcasts, mais je sais pas si t'as entendu quand mon post-training de l'époque, et j'avais 180 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, une banane, 60 grammes de Coco Pops, 2 galettes de riz, 2 tranches de pain de mie blanc, et je finissais ça en 40 minutes. Je serais incapable de manger juste 180 grammes de crème de riz à l'heure actuelle. Et je finissais ça en 40 minutes, hein. Euh, C'était. ouais, et c'est ce qu'on disait, c'est que maintenant, avec les connaissances que tu as maintenant et que tu sais que c'est pas du tout la seule voie et c'est sûrement même pas du tout la voie la plus optimale, jamais tu serais capable d'adhérer, re-adhérer à ça parce que tu sais que c'est pas. T'as pas besoin de t'infliger ça en fait. Non. Mais c'était une torture. Enfin, Parce que je me rendais pas compte infliger que ça, pour c'est le moi, bon terme, c'était. hein. Moi, j'étais en mode putain, dans les carbs dans les muscles direct. Je vais devenir énorme, je vais devenir énorme. Il est vénère en Euh, PLS. C'est ça. Ah, putain, je me dis, putain, yes, les réserves de glycogène, là, trop bien, trop bien. Mais ouais, vraiment, ouais, c'était un truc, hein. Mais bon, après, je suis passé par là et du coup, ça fait que maintenant, bah, je me rends compte, enfin, je peux aussi avoir un recul là-dessus. Puis bah, du coup, on a beaucoup parlé avec Romain, on a beaucoup parlé de façon générale dans le podcast, c'est intéressant. Mais, euh, mais ouais, ouais, et ça, je pense que tu peux pas en fait refaire, enfin, moi, je pourrais pas refaire ça en surplus calorique, ou encore ravoir ces mêmes choix alimentaires en déficit, c'est autre chose, parce ouais. qu'automatiquement, en fait, c'est les choix, et ça, je peux en parler, mais c'est les choix les plus smart quand tu es en déficit. Mais c'est pas du tout les choix les plus smart quand tu es en surplus. J'étais à 4500 cales. Donc, et du coup, automatiquement, c'est pas les choix les plus smart en surplus. Et je pense que de façon générale, les body, enfin, il y a beaucoup de body qui peut-être se méprennent sur les choix alimentaires à faire parce qu'en fait, ils voient les choix, enfin, c'est un peu des grosses idées reçues, mais des croyances, je dirais même, sur les choix alimentaires à réaliser. Parce qu'en fait, bah, les choix alimentaires faits en déficit en période de prépa, bah, c'est du riz, c'est du poulet, c'est des pommes de terre, parce que parce que c'est les choix les plus smart. Mais bah, c'est pas forcément les choix à faire en surplus. Et les gens se maintiennent sur ces choix en déficit bah, en se disant sur une je ne sais quelle croyance que bah, c'est les meilleurs choix à faire. Mais quand tu as, je sais pas, quand tu as assez de micronutriments via tes légumes, via tes fruits, via la plupart des aliments qui sont bruts, tu peux largement te rajouter des aliments un peu plus transformés sans grosse difficulté. C'est ce que je fais à l'heure actuelle. Donc,
Et puis c'est Ouais, ce qui te permettra aussi d'adhérer sur du long terme à ta, tu vois? Enfin, moi pareil, je suis à ouais, ouais. 4100 calories tous les jours, mais si je mangeais que du riz et des brocolis, des trucs bruts, mais j'aurais tenu 2 mois, en fait. Enfin, je pèterais un câble, tu vois? Ce serait un calvaire tous les jours. Et là, en fait, Ah, bah, moi, j'ai tenu longtemps quand même. c'est pas, ouais, ouais, mais voilà. Mais c'est pas facile tous les jours, même à 4100, avec des produits plus transformés, avec de la flexibilité dans mon alimentation, avec le fait de pouvoir. Alors, si je le faisais pas, en fait, sur du long terme, du coup, t'es moins en surplus, t'es moins dans un environnement optimal pour progresser à la salle, et donc finalement, in fine, c'est sûrement moins optimal, quoi. Ouais, je suis à 4000 Mm. cales et j'ai 3 shakers liquides. Ah, je sais pas comment tu fais, ça me J'ai dégoûte. mon repas 4, c'est une baguette avec de la viande à côté et puis des fruits. Et mon repas 5, c'est des pâtes avec de la viande et du jus de raisin. Donc c'est pour dire à quel point je suis vraiment plus du tout dans cette alimentation flexible et ça me convient très très bien. Mais, euh, mais ouais, du coup, je pourrais plus. Des fois, c'est même dur. Et tu vois, Des fois, je me dis, putain, tous les deux, on a un plan fixe, et parce que ça nous convient très bien, mais la plupart ouais. des gens auraient, comme tu dis, hein, Mathilde disait avant, ils auraient notre alimentation, ils se diraient, mais c'est un cauchemar, Ah oui, quoi. oui. Ah oui, 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 ah oui, Mm. oui, oui, oui. C'est juste que moi, ça me convient très bien, quoi. Ah, moi, le plan fixe, moi, ce qui va être aussi un des facteurs clés qui va me faire adhérer à un plan, c'est la facilité de préparation Ouais. des repas Ouais, toi, t'abuses, et toi, la t'abuses. rapidité. Toi, t'abuses. Mm. Mais c'est super intéressant et du coup, j'ai vraiment envie d'insister sur ça, c'est le fait que euh, un comportement flexible, c'est pas quelque chose que tu peux identifier de par une action. Parce que c'est vraiment, bah, en tant que tel, comment ça te fait te sentir. Parce que par exemple, tu prends l'exemple assez extrême tout à l'heure de JR, où justement, au bout d'un moment, péter un câble vraiment avec finalement ta crème de riz, etc. Bah là, clairement, ça te faisait pas te sentir bien, tu vois. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vraiment bah ça serait OK pour lui, tu vois. Et de vraiment avoir quelque chose qui pourrait sembler extrêmement rigide, ne pas convenir à la majorité, mais que ça pourrait convenir à certains. Et à ma connaissance de la littérature scientifique actuelle, il y a vraiment pour le coup, une minorité de personnes, mais c'est vraiment finalement l'archétype du bodybuilder, mais qui existe bien. Et cognitivement, il n'y a pas de souci pour cette personne. Au contraire, euh, cognitivement, ce serait bien pire pour lui finalement de, de faire, par exemple, d'être plus flexible tel que la majorité des gens, finalement, pourraient le concevoir et à qui ça conviendrait bien. Donc voilà, la flexibilité, elle n'a pas un visage et c'est justement un des problèmes quand on a tendance à faire un petit peu bah, ces raccourcis et qui sont normaux, enfin, je pense qu'on les fait tous dans une certaine mesure, mais bah, je vois une action, je vois un comportement et je vais bah, le juger directement et en tirer une conclusion, en fait, surtout en tirer une conclusion de ah, c'est un red flag, ah, c'est pas bien, ah, c'est si, ah, il doit nécessairement se sentir mal. Par exemple, moi, bah, à l'heure actuelle, je vais à la salle 5 6 fois par semaine, mais c'est pas un problème d'aller à la salle 5 6 fois par semaine, t'es sûr que ça va, etc. Bah moi, justement, non, c'est pas un problème, je suis très bien avec ça, finalement. Mais il y a des gens pour qui ce serait un problème. Ouais. Et donc, c'est vraiment hyper important, finalement, de comprendre que le problème, parfois, c'est pas donc finalement l'action en tant que telle, mais c'est la façon dont ça nous fait nous sentir. Et la flexibilité, c'est en partie vraiment ça. C'est le fait que bah, c'est subjectif. Et justement, notre besoin de flexibilité évolue aussi. La façon dont on appréhende la flexibilité évolue aussi au fur et à mesure du temps. Parfois, c'est parce que on se rend réellement compte que finalement ce qu'on faisait nous desservait davantage que ce que ça nous servait. Peut-être que ça nous servait à une époque, mais que justement aujourd'hui on a des besoins différents dans l'ensemble qui fait que bah, il faut qu'on adapte un petit peu notre curseur, mais que voilà, la flexibilité elle n'est pas figée et que le problème c'est pas, et ça c'est quelque chose qui m'énerve hein, clairement, on dirait pas, mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui m'énervent à l'intérieur, c'est le fait que quand on parle du contrôle, le contrôle c'est mauvais. C'est un peu le contrôle c'est mauvais, enfin, voilà, vouloir enfin, faire perdre du poids intentionnellement c'est mauvais. Non, c'est pas ça qui est mauvais en tant que tel finalement. C'est la façon dont tu mets en place ce contrôle, la façon dont ce contrôle te fait te sentir. Et si ce contrôle globalement te dessert, finalement, te fait te sentir mal, bah, c'est que finalement tu dois changer certaines choses par rapport à la façon dont tu contrôles, en fait. Mm. Et la flexibilité, du coup, c'est pas une méthode. En fait, la flexibilité, c'est pas une méthode, c'est, on va dire, davantage, on pourrait dire que c'est davantage un principe, mais en fait, la flexibilité, elle implique la capacité d'utiliser différentes méthodes, que ce soit une forme de Ouais. tracking des calories, que ce soit une diète stricte, un plan alimentaire. Beaucoup de gens vont avoir tendance, peut-être, de manière générale,
à justement ne pas aimer le fait d'adhérer à un plan alimentaire de façon assez minutieuse, avec des aliments spécifiques, quasiment voilà, les mêmes virtuellement tous les jours. Mais en fait, ils vont assimiler ça à quelque chose de rigide. Mais en fait, c'est pas rigide, justement, c'est juste que ça correspond pas finalement à leurs besoins de contrôle. Donc, c'est bah, comment est-ce que je vais arriver finalement à développer des points de repère, une façon de contrôler mon alimentation qui me permettent de vivre sereinement et si certains objectifs, justement, d'avancer vers ces objectifs de façon réaliste et adaptée pour moi. Ah bah, c'est aussi ouais, l'idée d'avoir un peu d'être un peu des enfin d'avoir un grosse caisse à outils avec pas mal d'outils et on peut utiliser et souvent ce qu'on voit chez beaucoup de coachs c'est que ils se contentent d'avoir un outil qui peut-être maîtrisent bien. Le problème c'est que l'outil ne s'adapte pas du tout à tous les gens quoi. Et c'est un peu dommage, genre tu vois, il y a souvent des gens qui font que des plans alimentaires, que une diète flexible, où ils vont donner que les macros, sauf que bah, c'est pas adapté à tout le monde, tu vois. C'est un peu dommage d'avoir Ouais, cette c'est ça. vision rigide de OK, bah moi je fais ça, c'est ma façon de voir les choses et on fera comme ça. Enfin, en tout cas, je connais beaucoup de coachs qui font ça. J'appelle pas vraiment. Enfin, c'est pas du coup un coaching vraiment personnalisé. La personnalisation, elle vient en fonction de la personne, pas en fonction de toi, comment Mm. tu travailles. Même si oui, enfin, typiquement, tu peux faire des compromis sur comment tu travailles, faire peut-être un peu moins de bilan, ce genre de choses. Mais il y a des trucs que tu peux pas faire, tu vois. Tu peux pas dire à la personne, bon, bah, on fait pas de bilan ou. Enfin, tu dois quand même utiliser tes outils, donc ça demande quand même une capacité d'adaptation de la personne. Mais il faut aussi avoir cette flexibilité pour s'adapter à la personne. Enfin, je pense. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu vois, quand on parle de... Et c'est un mot que... bah, parfois, j'ai du mal justement avec le mot d'individualisation, personnalisation, parce que quand on entend ce mot, on va peut-être avoir tendance à penser, bon, bah, et pour certains coachs, c'est vraiment ça, finalement, l'individualisation, c'est le fait de, bon, bah, j'individualise tes besoins énergétiques, tu vois. Grosso modo, je te donne un total calorique, pardon, voilà, je caricature, et en fait, c'est ça d'individualiser. Mais à mon sens, l'individualisation, c'est vraiment l'individualisation des méthodes, l'individualisation, euh, oui, surtout des méthodes, finalement. Parce que les principes, ils sont là. Voilà, c'est ça, les principes Mais changent pas, mais c'est les euh, la- méthodes pour voilà, réussir c'est à ça. appliquer ces principes. Donc, Mm. c'est ça. Et donc, ça, c'est l'individualisation. Et c'est pas évident parce que, effectivement, ça demande d'avoir une boîte à outils plus ou moins remplie. Et puis après, que tu remplis au fur et à mesure du Oui, oui. temps. Euh, mais, et puis, tu dois accepter aussi que parfois, tu n'auras pas forcément, effectivement, les bons outils pour la personne en question. Et ça, c'est aussi OK. Que tu t'en rendes compte pendant le suivi ou en amont. Justement, en amont, bah, que tu rediriges éventuellement, que ce soit vers un autre coach ou vers un autre praticien, comme on en parlait tout à l'heure, ou que pendant le suivi, et ça m'est arrivé récemment, où je n'avais pas les outils nécessaires pour aider la personne. Et finalement, ce qui était beau d'une certaine manière, c'est que elle m'a dit que je l'avais enfin, énormément aidé justement à lui permettre de se rendre compte de son dont elle avait réellement besoin. Donc c'était quelque chose davantage de l'ordre psychologique. Euh, et qu'en fait, sans moi, elle en serait pas arrivée là. N'aurait pas réussi à s'en rendre compte. Donc finalement, le suivi lui a servi par rapport à ça, plutôt que le fait d'atteindre certains objectifs qu'elle avait définis en début de suivi. Donc c'est aussi assez intéressant. Mais pour ça, effectivement, tu as besoin d'être dans la communication aussi. Mais, mais oui, la personnalisation implique cette diversité d'outils, de méthodes pour justement finalement parvenir à trouver justement un petit peu cette flexibilité adaptée à l'individu et que la flexibilité en tant que telle, et pourtant moi j'en parle beaucoup, hein, mais c'est pas, voilà, c'est pas le Graal parce que Mhm. il- la rigidité peut aussi avoir sa place Ouais. selon, voilà, selon l'individu, selon le contexte, etc. Euh, et qu'encore une fois, c'est pas. Et c'est pour ça que j'ai du mal aussi avec le fait de dire la flexibilité, la rigidité, parce que c'est tellement propre à chacun et que c'est tellement mouvant qu'en fait, il n'y a pas une entité quoi, en tant que telle qui existe. Donc voilà, c'est aussi les nuances et c'est aussi ce qui fait, je pense, l'application pas forcément évident et qui demande aussi un haut degré de connaissance de soi pour être capable justement de réellement adapter finalement la façon dont tu contrôles ton alimentation. Mais on va dire que sur le long terme, c'est vraiment ce dont on a le plus, je pense, besoin de manière générale, quoi. Ouais. Eh ben, je pense que nous allons devoir nous arrêter là, malheureusement, même si on avait encore beaucoup de choses à dire.
Va falloir faire un deuxième épisode, hein, il y aura pas trop le choix, je pense, là. Ah bah, carrément. En plus, là, c'est vrai qu'on avait beaucoup de thèmes. Je pense qu'on a fait la moitié des thèmes, hein. On Et avait encore j'avais dit à 4 thèmes. JR, je te jure, Ouais. c'est sûr que on aura trop de trucs, on va pas tout faire. Là, on a fait, ouais. Donc, On a abordé 4 thèmes et il nous reste 4 thèmes et on avait encore des questions auditeurs qu'on n'a pas du tout posées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah, bon, en Mathilde, tout si cas, un je jour reviens quand tu vous veux, voulez. voilà, si un jour tu veux revenir, ce sera Ouais. avec plaisir qu'on t'accueillera d'ici Que quand tu seras disponible. C'était très cool, je crois qu'on a fait 2 heures de podcast, c'est passé à une vitesse, Ouais. j'ai pas vu le temps passer. Ouais, franchement, super cool. Et bah, moi, ce sera avec plaisir pour revenir en tout cas, hein, si vous Carrément. voulez. Et bah, ce sera aussi avec plaisir. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir Merci été là beaucoup. avec nous. Bah, avec Messieurs. plaisir, merci pour votre accueil.